Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai l'honneur d'accueillir Marc. Marc est un avocat spécialisé notamment dans l'e-commerce, mais aussi sur la fiscalité et on aura l'occasion d'en parler sur bien d'autres choses. Je te laisse Marc te présenter rapidement et après on enchaîne directement. Ok, bonjour à tous. Moi, c'est Marc. Je suis avocat depuis une dizaine d'années, spécialisé en droit des sociétés, fiscalité et fiscalité internationale. J'accompagne des clients, petite taille, grands comptes, sur toutes leurs problématiques juridiques et fiscales. Et aujourd'hui, avec Yannick, on va vous expliquer un peu comment vous protéger du mieux que vous pouvez sur toutes les obligations juridiques et fiscales que vous devez couvrir dans le cadre de votre activité de dropshipping. Et oui, oui, complètement, parce que c'est vrai que là, quand on regarde aujourd'hui en France, il y a eu une grosse montée de dropshippers à cause des formations. Finalement, il y a eu énormément de formations sur le dropshipping, etc., et de nombreux débutants qui se lançaient dans le dropshipping. Et moi, vu que j'ai été en plus contrôlé récemment par la DGCRF, on s'est aperçu, voilà, on est parti d'un constat simple, c'est que les gens finalement ne mettaient pas de façon légale leur site, tout leur site e-commerce, tous, on va dire 90% des sites e-commerce en France sur Shopify par exemple sont illégales. Quels sont Alors, je vais t'arrêter, Yannick. Ouais, dis-moi. Je vais dire pourquoi, en fait, là, tu as mis le doigt sur un point très important. Pourquoi les sites que les dropshippers font via Shopify ne sont pas conformes? Parce qu'en fait, Shopify ne propose pas de CGV, de politique de confidentialité ou de mention légale conforme au droit français. En fait, ils utilisent une plateforme qui est américaine. Ils ont Ouais. pris les obligations du droit américain qui n'ont rien à voir avec le droit français et ils ont fait bêtement et simplement une traduction Ah, ouais. littérale du texte sans se préoccuper des dispositions légales applicables et obligatoires pour les dropshippers résidents français ou ayant des clients en France. Et qu'est-ce qui peut être dangereux à ça? Le fait de ne pas avoir des conditions à En jour. fait, le droit applicable au e-commerce américain, il ressort du droit américain. Nous, en Europe et en France, on a à la fois des dispositions issues du droit européen, notamment concernant la politique de confidentialité et l'entrée en vigueur le 25 mai 2018 du RGPD, qui est un règlement européen qui va venir encadrer de façon plus stricte la manière dont les opérateurs qui collectent des informations, des données à caractère personnel, les utilisent. Et aujourd'hui, les utilisateurs de toutes ces plateformes qui donnent leurs données, dont leurs données sont collectées, on leur confère aujourd'hui plus de droits. Et Hmm. le fait que l'opérateur qui collecte ces données à caractère personnel, à savoir un nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, certaines infos, certains sites aussi, via les plateformes, peuvent collecter des données qui, elles, sont interdites. Et aujourd'hui, avant, la CNIL avait un pouvoir de contrôle et de sanction qui était limité. Aujourd'hui, l'amende peut être colossale parce qu'elle peut atteindre 3 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial. Ah oui, ouais, donc Et aujourd'hui, en l'espace depuis mai, il y a déjà eu des contrôles de la CNIL et les premières amendes sont tombées et elles tournent entre 250 et 500 000 euros. Hmm. Et mis à part le RGPD, il y a d'autres choses qui font différence par rapport vraiment entre la France et les États-Unis? Par exemple, les conditions générales de vente ou d'utilisation sont régies en France par différentes dispositions. La loi Hamon de protection du consommateur, Mhm. le droit des contrats, et en fait, tout le corpus contractuel, lui, doit être rédigé et préparé selon les règles juridiques françaises. Hmm. Aujourd'hui, aux États-Unis, les règles sont différentes. Déjà, la notion de contrat en droit français, en droit américain, elle est différente. Nous, le droit est encadré par les dispositions du Code civil français principalement, le Code de commerce. Aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle la liberté contractuelle des parties. Ça veut dire qu'on peut presque tout prévoir et que la loi
ne s'immisce pas trop dans la rédaction et dans les obligations contractuelles. Par exemple, tu en as fait, toi, entre guillemets, les frais. La DGCCRF est venue vers toi pour contrôler si les CGV que tu proposais sur tes plateformes pour tes activités de formation étaient conformes au droit français. Ils ont contrôlé si la possibilité qui est conférée par les dispositions de la loi Hamon sur la rétractation du consommateur était conforme. Si on pouvait, pour d'autres activités dont tu avais, pour pouvoir restituer les produits, comment ça se faisait? Il y a les règles spécifiques, il y a aussi les règles obligatoires et les règles spécifiques en fonction des activités. Il y a aussi le traitement dû à l'introduction dans le droit français de la modification et la réforme du droit des contrats. Aujourd'hui, on doit prévoir certaines clauses spécifiques qui n'existaient pas et dont aujourd'hui, en cas de contrôle, si toutes ces mentions obligatoires ne sont pas présentes avec pour finalité de protéger le consommateur, on fait face à des amendes administratives qui peuvent aller jusqu'au-delà de 15 000 euros. Et du coup, c'est bien qu'on parle de tout ça, parce que moi, j'ai eu l'occasion de faire appel à plusieurs avocats pour notamment tout ce qui est dropshipping. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude du dropshipping, parce que c'est vraiment une différence par rapport à l'e-commerce classique. Et du coup, qu'est-ce que tu rajoutes ou en quoi c'est important de bien faire les choses spécifiquement par rapport au dropshipping? Parce que le dropshipping, il y a des problématiques de livraison, il y a des problèmes, il y a plusieurs problématiques. Parce qu'en fait, quand tu es un e-commerçant classique, on va dire, tu es un vendeur de cigarettes électroniques via une plateforme web, un site internet, tu vends ou t'achètes, tu as ta marchandise, ton client achète, tu vends, t'expédies ton produit, tu es en France, tu as ta marchandise, tu l'expédies. Dans le cas de dropshipping, en fait, c'est une relation tripartite. C'est une relation à trois. Tu as le client, tu as le dropshipper et tu as le fournisseur. Souvent, le fournisseur, c'est AliExpress, il est en Chine et même lui, AliExpress est le quatrième interlocuteur parce que le producteur réel du produit passe par AliExpress, le dropshipper passe par AliExpress et le client, en fait, commande via ta plateforme de dropshipping, via AliExpress au fournisseur. Et on irait même peut-être encore plus loin dans le sens où le fournisseur, c'est lui-même un intermédiaire à la vraie usine. Donc, exactement. Et de ce fait, on doit se protéger et prémunir au regard français. On doit lui prévoir et assurer les règles juridiques françaises en termes de les délais de rétractation, les obligations, la force majeure, la conclusion, la rétractation et ainsi de suite du contrat. À partir du moment où on est dans une relation à 3 ou à 4 et on ne peut pas nous maîtriser en tant que dropshipper l'interaction en termes de délai, en termes de packaging, de renvoi du produit, de remboursement et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'histoires aujourd'hui qui traînent, on en entend partout, toi-même tu le sais, on en a déjà discuté, sur les clients qui achètent à des dropshippers, les dropshippers qui achètent, les produits arrivent cassés, ils demandent à être remboursés, personne n'est remboursé parce que le dropshipper, lui, qui a payé sa marge, qui a acheté sa marchandise, ne veut pas perdre parce qu'il ne connaît pas les règles et au final, il y a des affaires en justice, le dropshipper est attaqué et dans le même sens, AliExpress attaque le dropshipper pour avoir manqué à ses obligations vis-à-vis du client. Et donc, les dropshippers se retrouvent dans des situations juridiques, financières et personnelles très délicates. Et qu'est-ce qu'une personne lambda qui se lance dans l'aventure, qui est entrepreneur, qu'est-ce qu'il peut risquer voyons la pire situation, parce que c'est bien beau, parce que on se dit généralement oui, mais ça va passer, c'est pas pour moi, jamais je me ferai contrôler ou etc. Mais si il y a un ou X clients qui porte plainte par rapport à ça, je vais te donner un exemple concret que j'ai géré il y a pas très longtemps justement pour un client dropshipper qui est venu me dire, d'ailleurs là pour le coup c'est un dropshipper très averti, c'est une dame qui a monté, qui est en cours, qui a pris le temps, ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble, elle prend le temps de monter sa boutique de dropshipping et elle est venue vers moi en me demandant un conseil, en me disant voilà je monte, qu'est-ce qu'il me faut pour être conforme?
Donc, je lui ai expliqué qu'il lui fallait des CGV en bonne et due forme, qu'il lui fallait, comme elle collecte des données, pour être conforme, il lui fallait une politique de confidentialité, des mentions légales, un contrat dropshipping. Et elle me dit, j'ai aussi, je vends aussi des produits qui se connectent, qui se branchent sur les secteurs. Qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, il vous faut un document de garantie du produit. Une garantie du produit. Parce qu'effectivement, elle a eu une cliente à elle, une cliente connaissance parce qu'elle avait déjà une première activité que moi je connais aussi, qu'on avait accompagnée et qui fait du dropshipping, qui a vendu des produits électroniques via des fournisseurs chinois. La cliente qui les a achetés s'est brûlé les mains. Et, C'est brûlé les mains parce que le produit n'était pas aux normes, il n'y avait pas de garantie du produit, c'est brûlé les mains et effectivement, au final, le vrai vendeur juridique du produit n'est pas le vendeur chinois, n'est pas le producteur, mais la plateforme d'interface. Et donc, elle engage sa propre responsabilité tant civilement que pénalement pour tous les dommages causés par les produits qu'elle vend. Et là, en l'occurrence, la personne a traîné la dropshippeuse au civil et au pénal. Et donc là, elle encourt éventuellement une peine de prison. oui. Parce que la personne, du fait des brûlures, ne peut plus utiliser certains de ses doigts. Ouais, non, mais il faut prendre conscience de ça parce que c'est vrai que quand on fait du dropshipping, finalement, les trois quarts des gens ne se soucient même pas de la qualité du produit, ne se soucient même pas si ce produit est lui-même conforme et ce genre de situation peut arriver. Moi, j'ai eu le cas où, pas moi, mais une connaissance, elle vendait quelque chose qui se branchait électriquement et cette chose avait flambé. Donc, du coup, voilà, ça avait créer un incendie dans une pièce d'une maison. Donc, c'est vrai que ça peut aller très, très loin. Et du coup, bah oui, donc c'est vrai que c'est super important de se couvrir quand on se lance dans l'e-commerce et notamment dans le dropshipping. Même quand on est lancé, j'ai envie de te dire, ça vaut le coup de revoir ne serait-ce que ces conditions générales de vente, ces mentions légales et un contrat de dropshipping. Tu m'as dit qu'il y avait un contrat spécifique par rapport au dropshipping, c'est ça? Oui, c'est un contrat que tu peux conclure directement avec ton fournisseur. Tu lui soumets le contrat aujourd'hui. Quand tu travailles via Amazon, eBay, tu signes un contrat avec les plateformes. Et ben là, il ne t'empêche en rien de proposer ton propre contrat qui, lui, va être conforme au droit et qui va pouvoir te protéger de tous les aléas par rapport à la garantie du produit. Parce que eBay, qui lui, par exemple, est ou le dropship, le fournisseur chinois, qui lui est garant de son produit et de la conformité de son produit, en cas d'incident, on peut se retourner vers lui en disant on a signé un contrat, il était prévu que dans ce contrat, en cas de défaut ou de malfonctionnement ou de tout sur technique du produit et on liste un certain nombre d'événements qui peuvent être à garantie de dropshipper est protégé et en fait est transféré via le contrat au fournisseur. Et donc, on est protégé. D'accord, ok, ouais. Mais c'est super, super important de, voilà, de nous spécifier tout ça parce que, moi-même, je savais même pas qu'il existait ce type de contrat et qu'il fallait faire ce genre de choses. On va parler maintenant des compteurs, des faux compteurs pour faire des promotions, des faux avis, des personas. Moi, c'est vrai que, voilà. Avant ça, je Dis-moi. voudrais spécifier quelque chose. Parce que j'entends souvent les gens me dire j'ai récolté les CGV. Les CGV, c'est pas important. J'ai collecté, j'ai pris des CGV existants sur un site qui marche et je l'ai utilisé. Faut savoir que, au même titre qu'un nom de domaine, qu'un nom d'entreprise, les CGV sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Ça veut dire que si on utilise les CGV d'un concurrent, d'une société existante établie, on risque une condamnation civile devant le tribunal de commerce pour utilisation du droit de propriété intellectuelle d'une tierce personne. Ouais, ça, je savais pas ça. Par exemple, il y a un cas de jurisprudence, c'est des gens qui ont utilisé les conditions générales d'utilisation de vente privée. Ah oui.
et se sont retrouvés dans des situations très délicates. Ah oui, complètement, complètement. Mais en plus, il y a des petits malins qui pensent même pas à changer toutes les informations et ils peuvent se retrouver avec le vente privé directement sur les conditions générales. Voilà, exactement. Mais même sans ça, en général, les CGV sont faites sur la base de dispositifs juridiques spécifiques. On les travaille pour le compte de nos clients. Mais à partir du moment où on utilise ceux sans, parce qu'on n'a pas la connaissance au final de pouvoir les changer, les adapter et surtout les rendre conformes à son activité propre, et Mhm. ben, de ce fait, peut, à un certain moment, si l'entreprise se rend compte que on a utilisé ces CGV, bah, peut attaquer la société et effectivement, lorsque ce sont des grandes entreprises ou des choses qui arrivent ou des sociétés qui existent depuis longtemps, qu'on des moyens financiers, bah, on peut toujours discuter et résoudre la solution par une négociation, une tractation, une transaction. Mais pour des petits entrepreneurs qui commencent, c'est difficile. Donc, faire l'économie d'un accompagnement de qualité pour pouvoir ensuite être tranquille et dormir tranquille, je pense que ça vaut le coup. Ah, complètement, complètement. Non, non, mais tu fais bien de le souligner parce que tu vois, même ça, je le savais pas. Comme quoi, il faut toujours s'encadrer d'avocats au fil du temps quand, voilà, quand on se lance dans une activité commerçante. On en reparlera d'ailleurs. Tu as une très, très bonne formule par rapport à ça. Là, on va enchaîner sur justement le compteur de promotion, les faux avis, la création de persona, parce que c'est Mmh. quelque chose qui m'a été spécifié lors de mon contrôle de la DGCRF. Bon, moi, je connaissais auparavant, je savais qu'il fallait pas faire des fausses promotions, etc. Toujours est-il que moi, par exemple, j'avais créé une promotion, j'avais le compteur, mais quand tu réactualises le compteur, ben le compteur, quand tu réactualises la page, le compteur, il se remettait en marche. Et du coup, ça, c'est pas forcément légal. Et surtout, tout ce qui est faux avis quand on lance un produit, souvent dans une boutique Shopify, on voit des faux avis et on voit en bas une barre déjà plus de 2000 clients satisfaits alors que le site, il n'a même pas une semaine ou des choses comme ça. Et la troisième chose importante, c'est la création de faux profils. C'est quelque chose qui, pour moi, n'était pas malveillant dans le sens où on fait ça pour le référencement naturel, notamment créer un persona pour un site, pour le référencement naturel, pour donner une âme au site. Mais il s'est avéré que je le savais indirectement, mais je pensais pas que c'était grave. Le fait, c'est finalement créer une fausse identité. Et ça, c'est passible d'amende aussi. Voilà, en fait, tu as deux points là-dessus. La création de faux commentaires va venir fausser en fait la concurrence saine qui doit exister entre les opérateurs économiques dans un secteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu utilises des faux alias pour pouvoir promouvoir ton activité avec des informations erronées, dans l'esprit du consommateur, tu vas lui insinuer quelque chose qui est faux, à savoir ma boutique à moi, elle est bien, elle est super parce que déjà 2000, comme tu disais, ou plus ou moins de gens ont acheté et en fait, derrière ça, il n'y a eu aucune vente. Donc Mm. en fait, tu te trompes. Mm. Tu te trompes. Et comme tu le disais tout à l'heure, la DGCCRF est là pour faire respecter la concurrence saine et équilibrée entre les opérateurs économiques en France et en Europe. Il y a des règles de concurrence qui sont un peu spécifiques en France, qui sont aussi gouvernées par le droit européen, mais qui doit permettre à chaque opérateur économique de pouvoir exercer son activité dans l'aspect de la concurrence. Ça veut dire on ne peut pas utiliser des faux profils, créer des faux profils, des faux commentaires, parce qu'au final, aujourd'hui, les clients, comme toi, comme moi, comme tous les clients, ou même ceux qui sont des dropshippers, ils sont clients pour tout. Ils sont clients de plateformes comme Airbnb, ils sont clients d'Amazon, ils sont clients de toutes ces plateformes internationales. Et comme tout le monde, la première chose que tu vas faire, c'est tu vas regarder qui a acheté le produit. Parce que on va pas se le cacher, on achète un produit qui a déjà été testé et approuvé par les gens. Oui. Et si il n'est pas acheté ou pas consommé, ça veut dire qu'on a un doute.
Sauf que le capital confiance que tu as avec soit la boutique, soit le produit en question, finalement. exactement, mais le fait d'utiliser des faux avis, des alias, des faux commentaires pour pouvoir effectivement s'en servir pour le référencement, ça va fausser la concurrence et du coup, tu vas être en infraction aux règles de la concurrence et pareil, tu vas être passible d'un contrôle de GCCRF et potentiellement d'une amende administrative, qui là, en l'occurrence, peut être très élevé. Hmm. Et qu'est-ce que tu conseilles d'autre je vois que tu travailles avec plusieurs dropshippers. Quel cas concret tu rencontres en dehors des conditions générales de vente, en dehors des faux avis, etc. Est-ce que tu rencontres d'autres problématiques qui sont, selon toi, importantes à prendre en considération? En fait, les trois gros points sur lesquels on doit vraiment faire attention, c'est le contrat de dropshipping. Mmh. Faire en sorte que on se protège avec, en l'occurrence, la garantie des produits, parce que ça peut mener très loin juridiquement si le produit explose dessus, parce qu'au regard du droit français, on est garant de la sécurité du produit. C'est pareil, tu vois, par exemple, un père, une mère, lorsqu'elle a un enfant mineur, si l'enfant mineur cause un dégât à autrui, c'est le parent qui est responsable. Là, de la même manière, le dropshipper, parce qu'il achète un produit à une tierce personne qui est soit la plateforme, soit directement auprès d'un fournisseur chinois ou autre, il doit, et il est, au regard du droit français, garant du produit et de l'effectivité de fonctionnement du produit. Et en cas de défaillance, et en l'occurrence, qu'on disait tout à l'heure, en cas de survenue d'un événement, incendie, explosion ou tout dommage causé par le produit du fait du produit lui-même, c'est le dropshipper qui en est responsable. Et aujourd'hui, le troisième point, c'est les données personnelles qui aujourd'hui sont encadrées par le règlement général sur la protection des données de mai 2018, qui lui aujourd'hui conduit déjà à des lourdes amendes parce qu'on s'est rendu compte et le législateur européen a voulu garantir à tous les citoyens européens et aussi à tous les citoyens du monde qui transfèrent leurs données à tout opérateur localisé sur le territoire de l'Union européenne, la protection des données, la possibilité d'interagir, comment ces données sont utilisées, comment ces données sont conservées et comment moi, si je ne souhaite plus avoir mes données conservées face à terre, le droit de les effacer, ce qu'on appelle de façon plus générique le droit à l'oubli. D'accord, ok. Et tous ces éléments, si elles sont bien encadrées, vont permettre de démarrer une activité de dropshipping saine. Parce que aujourd'hui, si tu commences, tu m'entends? Oui, je t'entends. Si tu commences, si un dropshipper qui souhaite se lancer, se lance avec une base juridique non solide, très mouvante, le jour où tu as un problème, tu ne seras pas protégé. Et c'est toi qui engageras ta propre responsabilité sur tous les points énumérés. Non, mais moi, c'est ce que j'aime bien te dire, c'est que quand tu commences une activité e-commerçante, il faut installer les fondations, il faut avoir des fondations solides pour pouvoir démarrer sereinement, que ça soit par rapport au contrat que tu viens de citer, que ça soit par rapport aux mentions légales, aux conditions générales de vente, mais aussi le fait de bien payer sa TVA. Et il y a autre chose qu'on n'a pas parlé et qu'on peut rapidement aborder, c'est tout ce qui est contrefaçon, parce que il y a beaucoup de dropshippers finalement qui vendent aussi de la contrefaçon sans le savoir. Je pense notamment aux produits vus à la télé, et du coup il faut faire aussi attention à ça et se protéger par rapport à ça, peut-être aussi dans les contrats, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller par rapport à ça? Je sais pas pourquoi ça s'est coupé. C'est pas grave, Marc. Donc, je sais pas si tu avais entendu ma phrase par rapport. En fait, je voulais aborder la contrefaçon. En fait, grosso modo, il y a beaucoup de personnes qui font de la contrefaçon et qui ne le savent même pas. Je pense notamment aux produits vus à la télé, mais il y en a plein d'autres. Qu'est-ce que tu peux conseiller par rapport à ça? Parce que ça aussi, ça peut être lourd d'amende. Encore une fois,
le contrat de dropshipping est là, lui, pour encadrer D'accord. toutes les problématiques de contrefaçon. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si tu prends moi, j'ai vu en me baladant sur certains forums dédiés aux dropshippers et au dropshipping, des gens qui vendent des produits avec une marque. Des produits Casio, des produits de grands couturiers ou autres, et ils n'ont pas le droit de les utiliser. Le fait d'utiliser déjà, sans que ça soit de la contrefaçon, de vendre un produit d'un fournisseur établi, une marque connue de montres, une marque de sacs, de vêtements ou autre, son accord préalable et avoir en fait l'autorisation comme sous forme d'une licence d'utilisation du nom ou sous la forme d'un contrat de distribution de leur marque, c'est interdit par le droit. On ne peut pas utiliser et vendre des produits dont on n'est pas licencié, c'est-à-dire dont on n'a pas une licence pour pouvoir utiliser le nom et pour vendre les produits. Ça, c'est la première chose. Souvent, tu vois des gens qui vendent des produits, qui font des sites avec des montres Casio, des montres Festina ou d'autres types. En l'occurrence, on voit souvent pour les montres, des gens qui vont acheter à des fournisseurs des montres et qui vont les revendre via leur plateforme. S'ils n'ont pas le droit d'utiliser la marque, ils s'exposent à des poursuites par la marque et par le fournisseur. D'accord. Et du coup, le contrat de dropshipping te permet de te couvrir par rapport à ça. En fait, le contrat de dropshipping, il prévoit, par exemple, en fait, il va plus prévoir la question de la contrefaçon. Dans le sens où, lorsque tu achètes auprès de ton fournisseur chinois, tu achètes un produit dont lui a la licence. Donc, c'est à lui et c'est via le contrat de dropshipping, il faut que le contrat de dropshipping prévoit que le fournisseur chinois, en l'occurrence dans bien des cas, ait le droit de vendre ou utiliser le produit pour lequel vous avez, en tant que dropshipper, acquis auprès du fournisseur. Si tu dis, voilà, moi, j'ai prévu dans ma boutique tel et tel produit, tu as ton contrat avec ton fournisseur, le client achète, mais qu'au final, le produit n'était pas un produit vrai, c'était une contrefaçon. Si tu n'as pas de contrat qui prévoit une clause relative à l'obligation et à la responsabilité du fournisseur dans la contrefaçon, encore une fois, comme on dit tout à l'heure, comme c'est toi qui vends au client, tu engages ta propre responsabilité. Par contre, à partir du moment où toi, tu as mis les jalons de ta propre protection en prévoyant que le fournisseur chinois te certifie que les produits dont il vend, ce sont ces produits non contrefaits et que ces produits, s'ils sont siglés avec une marque, il a l'approbation de la marque pour pouvoir les vendre. Si ce n'est pas le cas, toi, avec un contrat bien ficelé, tu n'as plus qu'à te retourner vers le fournisseur en disant on s'était mis d'accord, les produits que vous m'avez proposés étaient des produits siglés, estampillés, dont vous aviez l'accord ou vous aviez la confirmation que ce sont des produits non contrefaits. Il s'avère que ce sont des produits contrefaits. Je mets en jeu votre responsabilité. D'accord. Et juste une petite précision pour ma communauté, parce que j'ai des personnes aussi qui font soit du dropshipping, soit achètent du stock, mais en du coup, ce type de contrat, ça s'applique aussi. Par exemple, s'ils ont un grossiste ou un fournisseur de dropshipping pour, par exemple, des jeans diesel ou des choses comme ça, oui, c'est exactement la même chose. Et exactement. Ce contrat, il est en français et en anglais, ou juste en anglais? Comment ça se passe? Il est en français, mais on le propose aussi en anglais. D'accord, ok, ouais, parce que pour la communauté, par exemple, pour les fournisseurs chinois, ça sera plus judicieux de justement un contrat en anglais. C'est important qu'on parle de cette contrefaçon parce que il y en a de plus en plus. Il faut faire vachement attention à ça. Je pense aussi notamment aux produits de cosmétiques. Il y a les rouges à lèvres, c'est des rouges à lèvres de Kylie Jenner par exemple qui sont vachement contrefaits, qui marchent super bien, qui se vendent très très bien sur Internet. Mais du coup, tu as une problématique de contrefaçon, mais tu peux aussi avoir une problématique de qualité. Non, mais tu as une problématique sanitaire. Tu as une problématique sanitaire parce que tu es responsable, en l'occurrence, de la conformité de ton produit avec les règles sanitaires européennes. Même si aujourd'hui, en fonction du produit, l'estampillage, NF, CE, il y a certaines
personnes qui le vendent, qui l'estampillent avec un contrôle a priori, c'est-à-dire avant la mise en vente du produit. Certaines fois, le contrôle est a posteriori, c'est-à-dire une fois que le produit est entré. Donc, mais en l'occurrence, si tu vends un produit, un maquillage, du fond de teint, du rouge à lèvres, et que ce produit n'est pas conforme et que la cliente qui l'achète se retrouve avec une maladie de peau, elle peut engager la responsabilité sur le fondement du droit de la responsabilité des produits défectueux, la responsabilité du dropshipper. Ouais. Et là, en l'occurrence, ça va être une responsabilité à la fois financière, à réparation du dommage, mais on ne sait jamais si le produit a, disons, attaqué la bouche. Il y a certains produits qui sont mis dans les cosmétiques qui, dans certains pays, qui peuvent être soit corrosifs, soit entraîner des maladies de peau très graves, et voire le décès potentiellement. Et bien là, le dropshipper, il engage sa responsabilité pénale et au final, potentiellement, il encourt une peine de prison ferme. Oui, comme quoi ça peut être vraiment grave. Dis-moi, j'ai une question pertinente à te poser. C'est là, on a parlé des résidents français ayant une société française, mais demain, je suis français et j'ai une société en Irlande ou en Angleterre ou au Delaware ou à Hong Kong, etc. Et je vends en France. Comment s'applique la loi exactement? En fait, tu appliques la loi de la situation géographique du consommateur. Si par exemple, tu as une plateforme multilangue, multisectorielle, quand je dis multisectorielle, qui opère sur différents pays, on va appliquer, par exemple, si on a une plateforme basée en Irlande qui propose ses produits en Angleterre et en France, il va falloir pour le droit et les clients anglais avoir ce qu'on appelle le Term and Condition, qui est l'équivalent des CGV, CGU, mais spécifique aux dispositions du droit anglais. Et ça sera sur la page du site version anglaise. Et on aura aussi l'obligation d'avoir une politique de confidentialité spécifique en anglais, qui est sensiblement identique parce que les dispositions du règlement européen s'appliquent de façon identique en France et en Angleterre, mais elle devra être rédigée en anglais. Et pour la partie française, directement toutes les dispositions dont on a évoqué tout à l'heure relatives aux obligations des opérateurs économiques français à destination de clientèle française. Ouais, d'accord, ok. C'est important de le souligner parce qu'il y a de personnes qui se croient à l'abri parce qu'ils ont monté une société à l'étranger, mais n'oubliez pas qu'un jour vous rentrez en France, vous pouvez rentrer en France et moi j'ai déjà eu des connaissances qui se sont fait arrêter à la douane, à l'aéroport parce que ils n'avaient pas fait voilà, parce que la DGCRF ou même la police ou le procureur avait demandé à ce que dès dès que la personne arrive en France, il soit bloqué et voilà quoi. Parce qu'en fait, là, ce que tu soulignes, c'est le fait qu'on vende un produit qui, lui, par exemple, est défectueux. On parlait des cosmétiques. On peut analyser ça, en fait, d'un point de vue juridique, comme une arnaque. À savoir, on achète des produits dont on sait sciemment que ce sont des produits défectueux et on va les vendre sur un marché donné, en l'occurrence le marché français. Sauf que ce produit peut conduire, comme on le disait, à des conséquences sanitaires sur la clientèle. Et au final, on peut rechercher la personne parce qu'elle se trouve loin de la France, qu'elle est exonérée de ses obligations. Parce qu'en fait, comme le produit est vendu en France, ce sont les règles françaises qui s'appliquent. Et d'ailleurs, sur certaines particularités, en Europe, on a des règles. Parce qu'on est en Irlande, on se croit protégé du droit français. Non, parce que le droit européen, il y a des règlements, des directives européennes qui organisent toutes ces relations entre tous les États européens. Et donc, parce qu'on est en Irlande, on s'exonère de sa responsabilité en France. Merci de le souligner, ça c'est important. Si on a eu l'occasion d'en discuter en off, je t'ai demandé justement pour ma communauté de faire
un espèce de pack, voilà, abordable pour la communauté, parce que c'est vrai que les gens quand on se lance dans l'e-commerce, on n'a pas forcément les moyens, et je pars du principe que il faut vraiment prendre tout ceci au sérieux, et dans une démarche de prévention, il faut se mettre à jour rapidement. Donc, tu as prévu un pack de 3 éléments pour 129,90 € ou 99, peu importe. De toute façon, tout est en dessous dans la description. Est-ce que tu peux nous détailler ce pack-là? Et je sais que tu les vends aussi à l'unité, mais est-ce que tu peux nous détailler cette offre-là, s'il te plaît? En fait, on propose un pack, on va dire, dropshipper de démarrage. C'est un pack juridique qui comprend en fait des conditions générales d'utilisation et de vente de ses produits ou de son service conforme aux droits applicables aux activités e-commerce en ligne en France. C'est un contrat qui va permettre de détailler l'intégralité des clauses, droits et obligations des parties dans le cadre de la relation entre la plateforme et son client. Là, ça va être le contrat, ça va être les CGV. On a aussi aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, toute la partie RGPD. Pour être conforme aux dispositions du RGPD, il faut avoir une politique de confidentialité conforme. Donc, le deuxième contrat est en fait ce qu'on appelle la politique de confidentialité et qui va reprendre en fait l'intégralité des éléments obligatoires devant être mentionnés sur le site pour être conforme et s'exonérer d'une certaine façon de toute responsabilité vis-à-vis de la CNIL en cas de contrôle. On est protégé. Et le troisième élément du pack est le contrat de dropshipping qui va organiser la relation entre le dropshipper et son fournisseur et qui va pouvoir lui permettre de se protéger vis-à-vis de la contrefaçon, vis-à-vis de la défectuosité des produits, vis-à-vis des délais de transport. Si par exemple le produit est envoyé et on a prévu une durée de 15 jours, de 3 semaines, plus ou moins, après en fonction des fournisseurs, et que le fournisseur, au bout de 60 jours, il n'a toujours pas livré et qu'il ne veut pas rembourser, le contrat va être là pour rappeler le fournisseur à ses obligations légales. Donc aujourd'hui, on peut proposer les documents à l'unité, ou comme tu l'as rappelé, on propose un pack contenant l'intégralité des 3 documents pour 129,99 €. Le pack est immédiatement utilisable, tout est préparé, il y a juste à prévoir de remplir ces informations personnelles. Voilà. Ouais. Donc, vous avez tous ces liens en description de la vidéo. Mais Marc ne propose pas que ça. Donc, je tenais à le signaler. En fait, il a créé une plateforme où il y a une multitude de documents. Donc, je suis sûr que il y a d'autres documents qui peuvent vous intéresser. Et aussi, il a des abonnements d'accompagnement. Voilà. Donc, est-ce que tu peux détailler un petit peu tout ceci? Donc en fait, on a créé avec mes associés une plateforme de documents juridiques à destination principalement des TPE et des PME qui va proposer soit sous forme de one-shot un document qui peut être en l'occurrence soit un contrat dropshipping, qui peut être si on a une société, si on veut créer une société ou vendre des parts de société, des actions, il y a des documents qui vont accompagner, mais on offre aussi quelque chose qui, à notre sens, est un peu révolutionnaire, c'est un accompagnement mensuel via la plateforme, via surtout une salle de chat interactive, sécurisée et personnalisée qui va pouvoir vous donner accès à un professionnel du droit, qui va pouvoir, moyennant la contribution, vous allez avoir accès à l'intégralité de la base de données documentaire du site et aussi il va vous donner accès à un professionnel de droit qui va pouvoir répondre en live via un chat. Vous téléchargez l'application, vous êtes en liaison directe et vous pouvez échanger directement avec un professionnel du droit pour toutes vos questions qui sont d'ordre juridique ou fiscal. D'accord. Et on précise bien, ce professionnel du droit parle français. Voilà. Oui, voilà. Les professionnels du droit sont en France, parlent français et sont spécialisés de la discipline pour laquelle le consommateur se connecte. Le client, s'il a besoin d'avoir une réponse sur une problématique de propriété intellectuelle relative à la contrefaçon, donc il aura un professionnel spécialisé en propriété intellectuelle
qui va lui répondre. Et du coup, dans ce genre d'abonnement, est-ce que tu peux gérer un litige avec un client ou des choses comme ça ou pas? En fait, la plateforme en elle-même, non, mais s'il y a un litige, derrière, les professionnels du droit, avocats inscrits auprès d'un barreau, peuvent se charger, moyennant le paiement d'honoraires, bien sûr, mais qui seront pour les membres de la plateforme ayant un abonnement, qui sont des tarifs négociés, vont pouvoir gérer leur dossier devant les juridictions compétentes. Non, c'est important de le souligner parce que bah, souvent, bah, quand tu es e-commerçant, tu peux avoir affaire à des menaces, à des plaintes, etc. Et du coup, le fait d'avoir moyennant un abonnement et plus un supplément en cas d'action, c'est quand même rassurant d'avoir un avocat auprès de soi continuellement, surtout qui connaît le métier de l'e-commerce. Donc ça, c'est bien. Donc je vous invite à tous à regarder le site de Marc. Tout est dans la description. N'hésitez pas à regarder les différents documents qu'il propose et surtout les accompagnements, les abonnements qu'il propose aussi. Donc nous, avec Marc, on va mettre, à mon avis, un pack spécifique, un abonnement spécifique pour ma communauté. Et puis, si tu as envie de rajouter quelque chose, Marc, c'est le moment. En fait, moi, la seule chose que je souhaiterais rajouter après tout ça, c'est vraiment à destination de ta communauté, ne faites pas l'économie de quelques euros juste pour vous dire, c'est pas grave. Le jour, et toi Yannick, tu le sais très bien, mieux que tout le monde, le jour où on se rend compte qu'on a mal fait au départ les choses, il sera trop tard. Et vaut mieux un bon conseil qu'un mauvais contentieux. Exactement, ça c'est bien dit. En tout cas, Marc, merci du temps que tu m'as accordé. C'était Avec plaisir. important pour moi, voilà, de faire quelques vidéos avant de prévention sur les règles de droit pour bien faire les choses en e-commerce. Et c'était important que je te reçois pour faire prendre conscience à mon audience de l'importance d'être en règle. Ça, c'est vraiment important. Parce que généralement, c'est des personnes qui veulent quitter leur boulot pour construire un projet de vie. Et ce projet de vie, il faut le faire sur des fondations vraiment stables et non bancales. Et du coup, comme tu le disais justement, des fois, il vaut mieux dépenser 110 euros, 120 euros, 130 euros pour avoir des fondations stables, mais au moins avancer Voilà, de tu façon… vois, c'est la même problématique que je vois régulièrement sur des forums dédiés au dropshipping. C'est dois-je prendre une formation d'accompagnement au dropshipping? Aujourd'hui, je suis certain à 200% que les gens qui te font confiance, qui t'ont fait confiance avec ton formation, ont bénéficié des fruits et aujourd'hui récoltent les fruits de ton enseignement, de tes années d'expérience. Et aujourd'hui, peut-être qu'ils ont investi, ils ont payé, peut-être pour certains, ça peut paraître comme de l'argent gâché, mais pour ceux qui ont utilisé cet argent à bon escient, ont pris ta formation, ou aujourd'hui récoltent les fruits de cet investissement financier, ils en sont contents. Aujourd'hui, le juridique, c'est la même problématique que la formation. C'est si vous voulez être accompagné et être certain que votre activité va être conforme, décollée et à tout moment, vous allez avoir quelqu'un qui va être là pour vous protéger, vous accompagner et vous guider, c'est la recette gagnante du succès. Complètement. Je valide tout tes dires, Marc. Merci encore d'être venu sur ce podcast. Et je pense qu'on aura l'occasion de faire d'autres podcasts sur d'autres sujets bien précis. Et puis, j'ai envie de te dire, à bientôt. Merci de ton invitation et à très bientôt. Et je salue toute la communauté. Ciao.